Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que ça va bien à vous. Ah voilà, j'ai retrouvé mon chat, je l'avais perdu. Eh, salut Céline, contente de voir que ton cerveau t'a fichu la paix. Salut VAF972, bienvenue, installe-toi. Salut Xiane, oui, j'ai remis mes bretelles squelette. Ouais. Et vous voyez derrière moi, hop, que je me pousse de l'autre côté, nous avons une spectatrice. Salut Rachel, contente que tu sois là. Bah écoutez, voilà, installez-vous, on va papoter un petit moment, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre après. Ouais, ça c'est Mina qui a retrouvé son canapé, parce que voilà, c'est pas mon canapé, hein, c'est son canapé, ne nous leurrons pas. Donc ce soir, comme j'ai prévenu, on va parler de ce livre, L'anatomie du scénario de John Truby, sous-titré Comment devenir un scénariste hors pair. Voilà, tout un programme. Donc je vous expliquerai un petit peu de quoi cause le bouquin. Ce avec quoi je suis d'accord, ce avec quoi je suis un petit peu plus mitigée. Parce que autant il y a des choses où je m'y retrouve... Enfin voilà, je trouve que c'est bien, ça correspond bien à ma méthode de travail, autant il y a pas mal d'autres choses où je suis un petit peu plus dubitative. Donc déjà, est-ce que parmi vous, il y en a qui l'ont lu? Et le thé du soir est un thé du hammam, du palais des thés, que j'aime bien. Faudrait que je le lise, mais les livres sur l'écriture me dépriment trop. Ouais, après, te fais pas de mal, hein. De toute façon, je vais en parler un petit peu ce soir. Rachel, non. Céline, tu l'as lu. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Le thé du hammam, bah oui, c'est drogue, comme tu dis. Et c'est bien, là, il est nickel à température. Je ne vais pas me cramer. Commencer, mais loin d'être terminé. D'accord, ouais. C'est pas évident, hein, surtout quand... Enfin, c'est... Moi, c'est pareil, c'est un des premiers livres d'écriture que j'avais lu, parce que je l'ai lu 2 fois. Puis vu que je suis une grande malade, la première fois, je l'avais lu en anglais, parce que... je suis même pas sûre qu'il y avait une trad en français, parce que je l'ai lu quasiment à sa sortie. Mais... S'il y a une approche intéressante de la technique, pour moi, c'est une façon de faire parmi d'autres, faut prendre ce qui t'intéresse. Bon, c'est parfait, ça va être exactement le propos de ce soir. Je vais vous expliquer un petit peu ce que lui, il défend comme principe et ce avec quoi moi j'accroche. Sachant que pour en avoir discuté, moi, il y a des choses avec lesquelles je n'accroche pas du tout, que j'ai essayé ou ça ne marche pas pour moi, et d'autres personnes qui me disent ah non mais pour moi c'est génial, ça marche nickel, enfin j'emploie ça pour tous mes romans, donc voilà. Mais quelque part c'est bien de constater que enfin tout le monde n'est pas fait pareil, qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour des personnes, des choses qui vont pas fonctionner. Enfin voilà, si on était tous pareils, qu'on avait tous le même processus créatif, ce serait très chiant. Oh, elle a l'air partie pour rester là. Attendez, je me repousse un petit peu. Ouais, je sais pas si vous la voyez là, je pense que. Je pense qu'on est bien. De toute façon, chez moi, tous les livres d'écriture me disent tu n'écris jamais une bonne histoire, donc j'ai arrêté. C'est-à-dire, ils te disent en fait que toi, tu n'emploies pas la bonne méthode, comme. Enfin. C'est de me recaler. Ah, toujours les lombaires qui font un peu chier le monde. Voilà, on va voir combien de temps je tiens assise en tailleur, mais au niveau du dos, c'est mieux. Je sais plus si c'est une question de méthode, plus de fond, je dirais. D'accord. Mais écoute, j'espère que ce qu'on va voir ce soir va t'aider un petit peu.
Alors, je regarde si j'ai eu des messages sur Twitter ou Insta. Hop, non. Alors, on va commencer. Alors, bon, je pense qu'ici, vous me connaissez tous, mais bon, vu que le live va être rediffusé sur YouTube, je me représente quand même. Donc, je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine. L'idée de ce live, c'est vraiment de vous présenter ce livre, donc L'anatomie du scénario de John Truby, qui est très souvent cité comme pas une bible des écrivains, mais quand on regarde les bouquins sur les structures narratives, les techniques, c'est une référence qui revient beaucoup. Mais je pense, comme le disait Céline, que c'est une façon de faire parmi d'autres et qu'il faut vraiment prendre ce qui nous intéresse dans ce bouquin. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, petit aparté, c'est pas obligé de lire des bouquins sur la technique narrative pour être un bon écrivain. J'en connais qui sont des bons écrivains, mais qui n'ont pas pris de cours, ne lisent pas les bouquins sur la technique narrative, comme je connais des gens, par exemple mon beau-frère qui est un excellent musicien, mais qui est entièrement autodidacte, qui a jamais été à un conservatoire, qui a jamais pris de cours de solfège. Euh, Malgré tout, c'est des gens qui... mon beau-frère écoute énormément de musique, n'est pas passif face à la musique, il la décortique, il étudie pas mal les liens qu'il y a entre les différents styles de musique. Enfin voilà, et les écrivains que je connais qui ne lisent pas de bouquins de technique narrative, c'est un peu la même chose. Ils écrivent beaucoup, ils se plantent pas mal, ils testent, ils regardent énormément de films, de séries, ils lisent beaucoup, et c'est des gens qui ne sont pas passifs par rapport à leur rapport à l'écriture. Donc ils vont être capables de dire j'ai aimé tel bouquin parce que il y a tel ressort scénaristique, parce que tel personnage est bien construit, parce que l'univers met bien en relief les thématiques, donc voilà. C'était juste pour dire, parce que j'ai pas mal vu passer, notamment sur Twitter ces derniers temps, des injonctions disant pour être auteur il faut faire ça, il faut faire ça. En fait non, pour être écrivain, il y a une seule chose qu'il faut faire à tout prix, c'est écrire. Voilà, après, moi je sais que j'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent pour pouvoir les appliquer. Que oui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais bien et bien, je vais pas dire naturellement, mais instinctivement, parce que j'ai énormément lu, j'ai regardé beaucoup de films, enfin voilà, et que du coup j'avais repéré les patterns, que j'avais repéré ce qui marchait dans des romans qui me plaisaient, et que donc j'arrivais à reproduire dans les miens. Mais il y a un moment, j'ai eu envie de soulever le capot et de voir un petit peu ce qu'il y avait dans le moteur et comment ça marchait. Donc, j'ai commencé vraiment à me documenter sur tout ce qui était technique narrative. Et donc, j'étais tombée sur ce livre. La première édition date de 2008. Moi, je crois que j'avais dû le lire autour de 2010. Donc, plus ou moins à sa sortie. Je l'ai lu en anglais, ce qui était un peu masochiste de ma part, j'en ai conscience. Mais bon, on aime souffrir ou on ne l'aime pas. Et là, je suis en train de vraiment, vu que je prépare une reconversion dans tout ce qui est coaching littéraire et cours d'écriture, j'ai repris vraiment les bouquins de dramaturgie que j'avais déjà lus, notamment celui-là, que j'avais mis sur ma liste anniversaire Noël. Donc ici c'est l'édition de 2016 traduite en français. Comme vous pouvez le voir, c'est... J'essaie de me bien... C'est quand même un joli pavé. Alors, au niveau de la mise en page, il est quand même assez dense. Comme on le voit, hein, c'est un joli pavé. Alors, Céline qui dit... Je l'ai en anglais aussi parce qu'il est tellement moins cher en anglais. Ah, et Xian me rappelle que je n'ai pas mis Wisebot, c'est pour ça que ça ne marche pas au niveau des commandes sonores. Parce qu'on ne peut pas penser à tout.
J'avais bien que j'oubliais un truc en lançant ce live. Donc, on va lancer ça tout de suite, comme ça. Si vous voulez jouer avec les commandes, vous pouvez. Donc j'en profite, voilà, pour vous mettre les commandes sonores. Oui, donc effectivement, moi je l'avais acheté au départ en anglais parce qu'il était beaucoup moins... Merci beaucoup. Là, il faut compter... Il faut compter 25 € pour celui-là, ce qui est aussi pour ça que je l'avais mis sur la liste de Noël. Parce que voilà. Alors, John Truby, il est américain et il bosse pour Hollywood comme script doctor. Pour moi, c'est des éléments qui ont une importance parce que quelque part, il écrit pour Hollywood. Et encore, j'ai pas l'impression qu'il écrive beaucoup. En fait, lui, il est vraiment script doctor. Donc, globalement, on lui envoie des scripts et il répare ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc, globalement, on arrive avec le produit fini. Et bah lui, il dit, bah ça marche, ça marche pas. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que, comme beaucoup de méthodes de structure, je trouve que c'est une méthode qui est plus intéressante a posteriori que quand on travaille. Moi, je suis plutôt architecte. Donc, je sais pas si les profils architecte et jardinier, c'est clair pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à remettre... à poser la question dans la chatbox. De toute façon, si vous avez une question, posez-la, je les traiterai au fur et à mesure. Donc voilà, moi je suis plutôt architecte, je fonctionne avec un plan. J'ai besoin d'avoir un plan quand même assez détaillé pour écrire, c'est-à-dire que je vais vraiment faire une trame détaillée en amont. Moi je suis plutôt archinier ou jarditecte, donc un mélange des deux. En fait, ouais, moi je suis très architecte à la base et là j'évolue quand même vers un hybride des deux. Malgré tout, j'ai beaucoup de mal, quand je travaille sur mon plan et quand j'écris le premier jet, à voir la structure de manière limpide. En général, j'ai des idées. Je sais globalement quels vont être les grands nœuds narratifs, quels vont être les points de bascule de mon intrigue, mais savoir exactement si mon début il est bien, si mon élément déclencheur il est bien placé, j'ai beaucoup de mal. Et très honnêtement, j'ai plus tendance à essayer de reprendre et remettre de la structure une fois que j'ai écrit mon premier jet et que je passe aux corrections. Donc voilà, je pense pour ça, il dit lui que sa méthode, la manière dont il l'a décrit, c'est qu'on est censé pouvoir l'appliquer dès les premières phases d'écriture, que ça doit servir à brainstormer. Très honnêtement, j'ai un doute. Peut-être après, y a peut-être des gens pour qui ça marche et bah, à ce moment-là, c'est tant mieux. Je pense aussi que c'est une méthode qui est vraiment calibrée pour le cinéma hollywoodien, un petit peu comme Save the Cat de Blake Snyder, dont je vous parlerai, je pense, dans un autre live. Mais globalement, pour du roman, j'ai un gros doute sur le fait qu'on puisse utiliser la méthode en amont. Alors, dans l'anatomie du scénario, globalement, il va parler de 3 domaines. La structure, les personnages et l'univers. J'avoue que pour brainstormer, j'utilise pas Truby et... Oui, je comprends. Et Xian qui dit « Je suis apocalyptique ». Non, mais c'est très bien, tu es comme tu es, voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais commencer par la partie la plus importante de chez Truby, c'est la structure. Alors, il part d'un constat, c'est qu'il réfute la théorie des 3 actes. Je rappelle, en fait, la théorie des 3 actes, c'est globalement qu'une histoire va se dérouler en 3 phases. Le premier acte, ça va être le héros dans sa situation initiale, donc dans ce qu'on appelle son statu quo, qui vit sa petite vie tranquille, et là, paf, un élément déclencheur qui arrive, et qui va faire que le héros va devoir, de cet élément déclencheur va naître un désir, donc le héros va vouloir faire quelque chose en réponse à cet élément déclencheur, et que à partir de là, ça lance l'histoire. Donc ce premier acte, c'est l'introduction jusqu'au moment où l'action se lance.
L'acte 2 qui est censé être le plus long, les auteurs de théâtre viennent de remourir à cette phrase, oui bah désolé. L'acte 2 c'est censé être le plus long, donc globalement c'est les péripéties, c'est qu'est-ce qui va arriver au héros alors qu'il essaye de poursuivre son but. Donc globalement c'est le moment où il a des antagonistes, un ou plusieurs, qui vont lui mettre du bâton dans les roues et qui vont le forcer à avancer. Et cet acte 2, il se termine avec le climax, donc le point culminant de l'intrigue, et la victoire ou la défaite du protagoniste. Et on arrive à l'acte 3, qui là aussi, comme l'acte 1, est plus court, et qui comprend le dénouement. Donc on va avoir les conséquences de la victoire ou de la défaite, et finalement le protagoniste retrouve un nouveau statu quo. Sauf s'il est mort, auquel cas c'est son entourage qui trouve un nouveau statu quo. Mais bon. Troubi critique cette structure en disant qu'elle n'est pas fausse, mais qu'elle est tellement large qu'on peut y mettre n'importe quoi. C'est-à-dire que finalement, toute histoire peut rentrer dans ces 3 actes, et qu'elle pose quand même un sacré problème, c'est quid de l'acte 2. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs débutants ou non, c'est ma bouilloire qui pleure, ne vous inquiétez pas, qui ont du mal à structurer leur deuxième acte et qui ont souvent un ventre mou au milieu de l'intrigue. Là, je suis entièrement d'accord avec Troubi. Moi, j'ai jamais trop appliqué les 3 actes comme tels, parce que sinon, je me retrouve coincée au milieu du deuxième acte en mode, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, lui, il propose quelque chose d'alternatif. Il dit que lui... J'étais en train de me dire, mais c'est pas ma bouilloire qui bip. Non, c'est la mienne. C'est la mienne qui me dit que ça y est, elle se met au dodo. Donc voilà, je vais boire une petite gorgée de thé. Donc, Troubi, pour lui, il dit, en tant que strip doctor, il voit passer beaucoup de scénarios qui essaient d'appliquer ces 3 actes, mais qu'ils font de manière mécanique. Pour lui, une bonne histoire, c'est quelque chose d'organique. Donc là, on retrouve la métaphore du jardinier, c'est quelque chose qui doit grandir de manière naturelle. Et donc, il développe une théorie dont on va voir le début. Alors, il dit au début qu'une structure narrative, elle a 7 étapes clés. Et là, je vais y aller doucement, parce que il y en a peut-être qui vont vouloir prendre des notes. La première étape, c'est faiblesse et besoin. C'est déterminer qu'est-ce qui manque au personnage, de quoi il a besoin mais dont il n'a pas conscience. Il peut avoir des besoins plutôt psychologiques, par exemple être retenu et accepté, ou des besoins moraux, arrêter de mentir et s'engager. Mais voilà, c'est... globalement, qu'est-ce qui manque au personnage pour qu'il soit complètement accompli. La deuxième étape, c'est le désir. Que veut le personnage? Et c'est souvent quelque chose d'externe à lui. C'est par exemple gagner de l'argent, battre un rival, s'échapper d'un endroit. Et là, on voit une première distinction, c'est que le désir est externe, mais le besoin est interne. Voilà. Le besoin, c'est quelque chose qui est inhérent au personnage et qui lui manque, tandis que le désir, c'est quelque chose d'externe qui ne dépend pas forcément de lui, mais qui va dépendre d'autres personnes et de choses extérieures. Et autre distinction, le personnage, il a conscience de son désir, donc il a conscience de vouloir s'échapper, il a conscience de vouloir gagner de l'argent. Par contre, son besoin ou sa faiblesse, donc vraiment ce qui lui manque, son défaut, en général, il n'en a pas conscience. Le lecteur, par contre, lui, peut en avoir conscience. Est-ce que c'est clair jusque-là ou est-ce que vous voulez que je précise quelque chose? Alors, le troisième élément d'une structure narrative, c'est l'adversaire. Donc globalement, l'antagoniste. C'est
La personne, là où les personnes, globalement, c'est toutes les forces qui vont empêcher le héros d'atteindre son objectif. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes. Je pense, bon, ça va faire plaisir à Xian, je pense à Star Wars, voilà, on a l'antagoniste final, c'est l'empereur, mais on a aussi d'autres antagonistes, en la personne de Darth Vader et de tous les soldats de l'Empire. Donc voilà. L'antagoniste, ça peut aussi être une force extérieure, ça peut être la nature. Je pense au film Into the Wild où finalement c'est quand le héros se retrouve perdu et n'arrive pas à revenir à la civilisation, c'est vraiment la nature qui est son antagoniste. Parce que c'est elle qui l'empêche d'accéder à son désir. Donc voilà. Conseil de déterminer l'adversaire ou les adversaires, je vais y arriver, j'ai du mal, et de déterminer en quoi finalement ils vont s'opposer à votre protagoniste. Très souvent, si votre antagoniste est un personnage, il va avoir des désirs lui aussi qui vont aller à l'encontre des désirs du personnage. Quatrième étape, c'est le plan du héros. Globalement, le personnage, il a son désir, il y a une force antagoniste, et donc il va falloir déterminer le jeu de va-et-vient entre l'antagoniste et le protagoniste. Donc globalement, le protagoniste va tenter des choses, l'antagoniste va le contrer, va répliquer, donc en réplique, le héros va tenter d'autres actions qui vont générer d'autres actions de l'adversaire, et ainsi de suite. Sauver la demoiselle en détresse, tuer le méchant et voler son trésor. Voilà, c'est ça. Sauf que, par exemple, pour sauver la demoiselle en détresse, il va devoir trouver, je sais pas, alors on va dire par exemple, il va devoir trouver un cheval. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent, donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'en gagner ou il essaie d'en voler? Il essaie d'en voler, mais il se fait choper, donc il se retrouve avec la milice aux fesses. Enfin voilà, c'est vraiment essayer de déterminer quels vont être les obstacles que votre protagoniste va devoir surmonter. Ensuite, le cinquième élément, c'est la confrontation finale. Donc globalement, c'est l'affrontement entre le protagoniste et l'antagoniste. Voler. Oui, merci Xian. Pardon. Protagoniste et antagoniste, ils vont s'affronter tout au long de l'œuvre et normalement, ça doit aller crescendo jusqu'à la confrontation finale qui là va déterminer qui l'emporte. Et en fait, de cette confrontation finale découle le point 6, la prise de conscience. En général, pour battre son antagoniste, le héros a besoin d'évoluer. Et il y a en général un seuil à passer. C'est le héros qui réalise quelque part quel est son besoin, quelle est sa faiblesse, et qui va la surmonter ou ne pas la surmonter si on est dans le cadre d'une évolution négative, c'est tout à fait possible. Je pense à toutes les tragédies où finalement le héros succombe à son défaut tragique parce qu'il n'a pas réussi à aller au-dessus. Mais voilà. Pour il faut battre d'autres Pokémon et faire de l'XP. Ok, je sors. Ça marche aussi, mais du coup, il y a des moments où tu as besoin d'une pierre pour évoluer. Et des fois, la pierre d'évolution, c'est simplement réaliser qui on est et réaliser qu'on a besoin d'évoluer d'une certaine manière. Voilà. Et donc, la 7e étape, c'est le nouvel équilibre. Donc, c'est le protagoniste. Tu as raté le 4 ou le 5. Alors, on reprend. Le 4, je disais, c'est le plan du héros. Donc, qu'est-ce que le héros va mettre en œuvre pour tenir ses objectifs? Et le 5, c'est la confrontation finale. Donc, globalement, la baston finale entre le protagoniste et l'antagoniste. Ah, mes lentilles me pourrissent la vie une fois encore. Et donc on arrive au point 7 qui est le nouvel équilibre. Donc là on repart finalement un petit peu sur un miroir du point 1 parce qu'on va retrouver le protagoniste dans un nouveau statu quo. Donc finalement il a fait un cercle
qui est complet et il arrive à un nouvel équilibre. Donc voilà. Moi, globalement, sur cette partie-là de John Truby, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un template qui est plutôt pas mal parce que il permet, pour brainstormer, il est plutôt pas mal parce que ça permet de dire voilà, globalement, on se pose et on se demande c'est qui mon personnage, c'est quoi l'univers dans lequel il évolue, et ça peut être hyper intéressant parce que ça permet de déterminer, surtout si on écrit dans l'imaginaire, je pense qu'il est le cas de tout le monde ici, enfin tous les gens sur la chatbox. Je ne sais pas pour ceux qui regarderont sur YouTube ou les lurkers, mais bon. Donc ça va permettre de poser aussi quels éléments de l'univers on va avoir besoin tout de suite. Donc ça, c'est très bien. Ça permet aussi de déterminer quel est l'antagoniste. En gros, qu'est-ce qui va s'opposer au désir du héros et pourquoi. Par contre, moi je trouve il est un petit peu flou quand il dit le 4 c'est en gros le plan du héros. Bah voilà, il a un plan, démerdez-vous. Ouais, merci, mais oui, le plan du héros c'est hyper vague. Donc, non, voilà, c'est ce que j'ai trouvé à la lecture. C'est globalement, t'as le début qui est hyper détaillé avec tout ce que tu dois mettre, puis entre deux il se passe des trucs. Bon. Ok, pourquoi pas. Donc, on continue à lire et Truby développe ensuite une structure en 22 étapes. Voilà, oui, vous avez bien entendu. 22 étapes. Ouais, voilà. Donc, je vais être franche avec vous tout de suite. Moi, j'ai pas accroché à son histoire des 22 étapes. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais en fait, pour moi, ça ne marche pas du tout. Par contre, j'ai fait là, au cours des dernières semaines, j'avais fait plusieurs petits reels que j'avais postés sur Instagram et Twitter, justement sur Truby. Et j'ai des gens qui m'ont dit que les 22 étapes, ça leur parlait bien, que ça correspondait bien à leur processus créatif, que ça arrivait à les débloquer. Donc, je vais voir avec vous ces 22 étapes. Pardon. Donc là, l'estomac, il veut pas se soir. Là aussi, j'essaie d'y aller doucement pour que, si vous voulez, vous puissiez prendre des notes. N'hésitez pas à me poser les questions si vous avez loupé quelque chose, si c'est pas clair, vous voulez que j'approfondisse. Et on commence tout de suite avec la première étape, c'est prise de conscience, désir et besoin. Donc là, on retombe sur sa structure des 7 étapes, c'est voilà. On détermine qui est le héros, dans quel univers il évolue, quel est son désir, donc son problème apparent, et quel est son besoin, qui est son problème caché. Jusque-là, ça va. L'étape 2, c'est prise de conscience, c'est spectre et univers du récit. On va y arriver. Alors, le spectre, c'est un concept que je trouve assez intéressant. Il dit en fait, c'est la backstory du personnage et de l'univers. Donc en gros, c'est toutes les choses... oui, bonjour, je suis character driven. Oui, totalement, totalement. C'est... Voilà, lui, il part du principe que c'est le personnage et que tout va être subordonné à l'évolution du personnage. On en parlera un petit peu plus longuement dans la deuxième partie, justement, sur les personnages. Alors, le spectre, en gros, il dit c'est la backstory des personnages. C'est tout ce qui vient du passé et qu'il détermine. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il dit vous, en tant qu'auteur, vous avez besoin de connaître le spectre du personnage parce que ça va déterminer la manière dont il ou elle réagit, dont il ou elle se comporte, mais c'est pas quelque chose qui a forcément besoin d'apparaître de manière dite. Et là, je pense à un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Sunshine de Danny Boyle. En fait, j'ai tellement aimé ce film que j'ai fait plein de recherches dessus. Et en vrai, Danny Boyle a fait tout un script hyper détaillé pour ses personnages. Et en fait, qui explique la manière
dont ils se conduisent. Ils expliquent voilà, que le personnage principal, qui est joué par Cillian Murphy, qu'en fait il n'a pas de doctorat comparé aux autres personnages et qu'il n'a jamais fait de mission dans l'espace, que c'est sa première, donc que globalement il se sent un petit peu en décalage avec les autres, et c'est quelque chose qu'on perçoit dans la manière dont lui il interagit avec les autres sans que ce soit jamais dit dans le script. Donc voilà, ça c'est un concept qui est hyper intéressant, et je pense qu'on peut l'appliquer aussi au niveau de l'univers. Nous, en tant qu'auteur, on va savoir beaucoup plus de choses sur l'univers qu'on ne, qu'on aura besoin de le mettre dans l'histoire. Mais le fait, nous, de savoir que cet univers fonctionne de telle manière parce que historiquement il y a telle ou telle chose qui ont fait que voilà, ça a évolué de telle manière, ou que je sais pas, voilà, que au niveau météorologique par exemple, bah, ça explique je sais pas, que les gens vivent plutôt dehors. Voilà, c'est quelque chose que nous on sait mais qui aura pas forcément besoin d'apparaître tel quel dans le produit fini. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme concept. Le troisième point, c'est la faiblesse et le besoin. Là, on retombe aussi sur les 7 étapes. Bon, je vais pas revenir amplement dessus. C'est globalement quel est le défaut du personnage et qu'est-ce qu'il va avoir besoin de surmonter pour être accompli. Voilà, on arrive au 4 qui est l'élément déclencheur. Et je bois une goutte. Là aussi, on en a parlé. C'est qu'est-ce qui va sortir le héros de son statu quo. Parce que globalement, dans une histoire, le héros, il vit sa petite vie pépère et il y a un élément qui fait que, en fait, sa vie va changer. Et bon, là, un exemple qui me vient en tête, c'est Harry Potter qui reçoit son courrier pour Poudlard. Voilà, qui avait une vie de merde et qui se rend compte que, en fait, il va peut-être moins avoir une vie de merde. L'élément déclencheur, il entraîne la 5e étape, un désir. C'est qu'est-ce que le héros va vouloir en réaction à cet événement. Bon, si je reprends mon exemple Harry Potter reçoit la lettre, il se rend compte qu'en fait, sa tante et son oncle lui ont caché des choses, qu'il est un sorcier, qu'il va pouvoir aller à une école de magie super cool, et donc, globalement, apprendre la magie et avoir moins une vie de merde. Donc voilà, lui, son désir, ça va être de suivre sa scolarité à Poudlard au début. Après, on va voir que une scolarité à Poudlard, ça va être beaucoup plus compliqué. Une fois qu'on a l'élément déclencheur et le désir, on va avoir les alliés. C'est un ou plusieurs personnages qui vont aider le héros parce que leurs désirs coïncident plus ou moins. Bon, là, pour rester chez Harry Potter, c'est Ron et Hermione, mais vous prenez n'importe quel bouquin, vous allez avoir le personnage qui a des copains, des personnes qui vont l'aider, etc. Parce que à un moment, ça les arrange de l'aider ou que leurs intérêts convergent. Étape 7, vous vous doutez, c'est l'adversaire. C'est donc là, on en a parlé. Il peut y avoir un ou plusieurs adversaires. L'adversaire peut très bien être caché. Je prends par exemple dans un polar, en fait, une enquête policière. L'adversaire, donc le criminel, en général, on ne le découvre qu'à la fin. Il est présent tout au long du roman, mais on ne sait qui c'est qu'à la fin. Étape 8, c'est le faux allié. Donc ça, c'est un personnage qui a l'air de vouloir du bien au héros, mais en fait, qui lui fait des crasses, qui va le trahir. Je m'arrête un petit instant sur ces 3 éléments de personnage. Donc, on a allié, adversaire, faux allié. Sur le papier, je suis d'accord. Après, en principe, ouais,
comment on applique? Bon, il faut des alliés, ok. Il faut un adversaire, ok. Faux alliés, ouais. Il faut l'introduire à ce moment-là de l'histoire. Enfin voilà, c'est... Pour moi, c'est pas hyper clair et... bon, ça résonne pas en moi en tout cas. La trahison, ça marche pas dans toutes les histoires non plus, tout à fait. Il y a des histoires auxquelles ça va se prêter. Je pense notamment aux intrigues policières où on va avoir très souvent un personnage qui au départ aide et oriente vers un suspect. Puis quand on revient sur l'enquête, on se rend compte que ce personnage-là n'a pas dit toute la vérité. En romance, ça marche super. Ah bah oui, totalement. Totalement. Après, voilà, moi je suis pas une grande experte en romance, mais oui, effectivement. Et la trahison, c'est la série policière Castle qui le fait très bien. Ils ont toujours des personnages toujours assez hauts en couleur, assez mémorables, et ça, c'est un mécanisme que j'ai repéré. C'est que très souvent, on va avoir un personnage qui au début aide et aiguille l'enquête, et on va se rendre compte que il a pas tout dit, donc on revient sur lui et on se rend compte qu'il est pas forcément tout blanc. Voilà. Alors, ça nous amène au 9e point, le premier rebondissement qui est révélation et décision. Le héros fait une découverte qui l'amène à une prise de décision et qui entraîne une modification, voire une précision de son désir. Ça, je le mets en parallèle finalement avec la structure du voyage du héros qui est développée par Joseph Campbell et Christopher Vogler. Lui, il parle finalement de l'hésitation du héros. En général, il y a l'appel à l'aventure, donc le fait qu'on dit au héros, il y a ça qui se passe, il faut que tu partes à l'aventure. Et lui, au départ, il fait, ouais, mais non, mais je suis pas sûre, j'ai pas bien envie. Et en fait, il va y falloir y avoir un deuxième appel à l'action pour vraiment mettre le héros dans le bain. Et si on regarde, pour revenir sur l'exemple d'Harry Potter, l'appel du héros pour Corvo dans Chimère, il n'y a pas. Oui, mais voilà, du coup, on retombe sur les mêmes, voilà. Et globalement, en fait, on va avoir quelque chose, un élément supplémentaire qui va ramener le héros. Si on regarde, par exemple, dans la communauté de l'anneau, au départ, Frodon, il accepte de donner l'anneau, de l'amener, mais il doit l'amener à Gandalf, à l'auberge du Poney Fringant. Et c'est après, quand à l'auberge du Poney Fringant, il se rend compte que Gandalf n'est pas là et que c'est Aragorn qui le récupère et qu'ils ont été traqués par les Nazgûl, qu'il y a une précision du désir où il se dit, bon, en fait, voilà, je vais devoir l'emmener plus loin. Pareil, Harry Potter, au début, son idée, son désir, c'est faire sa scolarité tranquille pépouse, sans avoir la famille qui lui met la misère. Et c'est finalement quand il commence à voir qu'il y a des choses bizarres qui arrivent et qui sont en lien avec son héritage et le sacrifice de ses parents, que là, son désir, c'est de comprendre, voilà, son désir se modifie et comprendre ce qui se passe. Donc, ça, c'est des exemples où on a ce premier rebondissement et ce deuxième appel à l'action. C'est pas obligé de l'avoir. Voilà. Je pense qu'il y a des histoires qui fonctionnent très bien sans qu'il y ait forcément ce deuxième appel. Alors je réfléchis un petit peu. Là, je suis en train de lire L'Agence Monde Étrange, qui est un roman jeunesse, avec une jeune fille qui trouve une agence de voyage qui dit qu'en gros, on peut voyager, on ouvre une valise et ça amène vers des mondes. En fait, quasiment dès le départ, elle est à fond dedans pour y aller. Chez Vogler, on peut inverser avec un héros qui veut y aller et des personnages autour qui expliquent pourquoi c'est dangereux. Donc bonjour Jasper, merci Fred. Oui, tout à fait, exactement. Chez Vogler, il dit, ouais, des fois, va avoir le héros qui va bille en tête, et on va avoir d'autres personnages qui lui disent, mec, t'es sûr, il y a un petit risque de décès, là, quand même. Et ça cherche, ça, en fait, là, ça a une fonction où on va tester la résolution du héros.
On va voir si il est vraiment, vraiment motivé pour quand on commence à lui dire mais non, vas-y pas, t'as pas les épaules, c'est dangereux. Ils disent si, je suis sûr, j'y vais. Alors, ça nous amène au 10e point, le plan. Et bah là, en fait, le point 10, c'est le plan. Et le point 11, c'est le plan de l'adversaire et la contre-attaque. Et démerde-toi avec ça, j'ai envie de dire. Il dit, bah voilà, il y a globalement ce que le héros va faire, ce que l'adversaire va faire. Et entre deux, bah tu te débrouilles un peu. Alors, il donne quand même quelques éléments. Il dit le point 12, c'est le dynamisme narratif, la réaction du héros par rapport au plan de l'adversaire. Donc on a l'idée quand même que le héros tente des choses, que l'adversaire y répond, et qu'il va y avoir un jeu de questions-réponses. Mais c'est pas beaucoup plus... c'est pas beaucoup plus détaillé, et très honnêtement... au niveau de la structuration du plan, enfin voilà, de ce jeu entre j'essaye un truc, l'adversaire réplique, je réessaye d'autres trucs, je trouve le podcast Writing Excuses beaucoup plus percutant. Notamment, ils ont toute une série d'épisodes où c'est Mary Robinette Kowal qui développe ce qu'elle appelle le cycle Try and Fail, échec et réussite, où en gros, bah, c'est le héros tente un truc, il réussit, oui, il réussit, mais il y a telle conséquence, ou alors non, il échoue et il y a telle conséquence. Et je trouve que c'est une structure qui développe et qui permet de manière beaucoup plus fluide d'enchaîner justement, de détailler El famoso plan, comme Céline le dit si bien. Alors, on arrive au chiffre 13, le chiffre maudit, parce que c'est... Le plan, c'est réunissons-nous à la taverne et mettons au point le plan. Ouais, mais tellement. Ça a un peu l'effet que ça m'a fait. Et donc, le point 13, c'est l'attaque d'un allié. Alors, ça... En général, c'est... il le lie avec le point 12, donc le dynamisme narratif. Et il dit, bah, c'est le moment où si le héros s'est mal comporté... Ah, bonjour à DS Merdiakov, bienvenue, installe-toi, on discute anatomie du scénario de John Truby. Et oui, donc alors là, c'est en gros, si le héros ne s'est pas comporté de manière morale, bah il y a en général un allié qui va lui dire non mais là ça va pas, ou qui va le trahir. Là aussi, c'est pas forcément obligé. J'ai envie de dire, ne faites pas votre héros se comporter comme un connard juste pour qu'il y ait un allié qui derrière lui dise non mais c'est pas bien. Donc voilà, je pense que c'est comme le faux allié, il y a des histoires où ça va s'y prêter plus ou moins. Je pense que ça, à mon avis, ça s'y prête pas mal. C'est un pattern qu'on retrouve pas mal en littérature jeunesse et qui fait partie de l'évolution du personnage. C'est puis c'est quelque part éducatif pour les enfants, c'est apprendre à reconnaître ses torts et apprendre à reconnaître que des fois on voulait bien faire mais on a mal fait, on a fait souffrir quelqu'un. Voilà, c'est mon avis, mais effectivement moi je l'ai pas mal repéré plutôt en littérature jeunesse. On arrive au point 14, c'est l'apparente défaite. C'est ce qu'on appelle la Darkest Hour, ou l'heure la plus sombre. En général, c'est le moment où le héros est au fond du trou. Où, s'il a déçu ses alliés, il s'est engueulé avec, il est plus ou moins tout seul. Il a plus trop d'idées niveau plan. Enfin voilà, c'est vraiment le creux de la vague, le moment où, si c'est bien fait, on doit vraiment avoir de l'empathie pour le personnage et on doit se demander comment il va réussir. Ce qui amène au point 15, le deuxième rebondissement.
Là, c'est un élément qui doit arriver et qui fait rebondir l'intrigue. Donc, qui va amener de nouveaux éléments au personnage qui vont lui faire reconsidérer son plan d'action. De temps en temps, ça peut même être que il va modifier son désir. Euh, j'ai un exemple, mais je suis obligée de vous spoiler le tome 1 de ma série Kéris. C'est donc, si vous voulez pas le spoil, criez non dans la chatbox. Je vous laisse le temps de me désaltérer. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, globalement, dans mon tome 1 de Kéris, j'ai un moment où les personnages sont au fond du gouffre parce qu'il y a l'une des leurs qui a été capturée, parce que les abominations, donc les bébêtes Lovecraftiennes qui les attaquent, ont toujours un train d'avance sur eux. Et donc, ils mènent une opération pour essayer de récupérer celle qui a été kidnappée par les abominations. Et en fait, au départ, leur idée, c'est de la sauver elle. Surtout le capitaine Rocheclair, vu que c'est une de ses amoureuses. Il faut lire le roman, c'est plus clair quand vous le lisez. Et en fait, il y a quelque chose qui découvre dans l'antre des abominations qui va complètement changer la donne pour leur combat et qui va leur donner une possibilité de victoire plus générale que celle qu'ils espéraient. Parce que juste là, ils étaient plutôt en mode on essaie de maintenir le truc sans trop de casse. Et là, en fait, au moment où ils ont plus de solution, ils sont vraiment dans le caca, il y a quelque chose qui découvre qui va leur donner une solution pour la bataille finale. Voilà, j'espère que ça a été clair et que je n'ai pas trop spoilé. Je vous ai donné envie de lire le roman, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça amène au point 16, la révélation pour le lecteur. Bon, le spectateur chez Troubi, mais le lecteur chez nous. Le lecteur apprend une nouvelle information qui modifie la perception, mais le personnage ne le sait pas. Ça, c'est pas applicable pour tout. Si vous êtes en narration à la première personne ou si vous êtes en narration focale sur un personnage, c'est mort. Vous oubliez parce que vous n'allez pas pouvoir sortir de la focale du personnage. Surtout que l'idée là, c'est de jouer sur l'ironie dramatique. C'est que vous, lecteur, vous sachiez quelque chose que le personnage ignore. Donc vous sachiez que en fait la petite expédition qu'ils s'apprêtent à faire, il y a un monstre qui les attend par exemple. Alors qu'eux ils y vont en mode coucou on va faire un pique-nique. Ça peut marcher à mon avis si vous êtes en narration omnisciente ou en narration chorale. Ils vont tous mourir, c'est con. Totalement, c'est ça. Ou alors si t'as un minimum d'empathie, tu fais ça va faire mal. Je pense, si vous êtes avec une narration en switchant avec plusieurs points de vue, à mon avis, ça peut le faire. Mais si vous êtes en focale sur un personnage, que vous êtes en narration à la troisième personne, mais dans la tête d'un personnage, c'est mort. Et si jamais vous êtes en narration à la première personne, c'est mort aussi. Donc voilà. Ça va tailler dans le casting. Oui, toujours, les auteurs sont des sadiques, vous devriez le savoir. Ça nous amène à notre point 17, qui est une nouvelle révélation et un troisième rebondissement. Donc, dans la même idée que les deux premiers rebondissements, c'est là, on a un élément nouveau qui fait rebondir l'intrigue. Voilà. Le 18, c'est la rencontre avec la mort, qui est le conflit avec l'antagoniste. Je pense que ce que Troubi veut dire aussi à ce moment-là, c'est que c'est vraiment le moment où l'antagoniste va se révéler pleinement. Et ça amène au point 19, parce que pour moi, les deux points sont liés, qui est la confrontation finale. Donc c'est vraiment la grosse confrontation avec l'antagoniste. C'est la dernière bataille de l'œuvre. Alors, je dis bataille, mais la confrontation, c'est pas forcément une confrontation physique, ça peut être une confrontation morale, ça peut juste être
des personnages qui discutent et c'est une joute verbale pour savoir lequel va l'emporter. Et ça, son Troubi, c'est vraiment le moment où on va voir à la fois les valeurs du protagoniste et les valeurs de l'antagoniste s'opposer. Donc ça, on reviendra dessus sur sa partie personnage parce qu'il insiste vraiment dessus. Et il insiste, et là je suis entièrement d'accord avec lui, c'est que ça doit être le conflit le plus intense et le plus dramatique avec le plus d'enjeux. Oui, tout à fait, c'est le climax. Lui, voilà, c'est dans ses confrontations finales. Ça amène au point 20 une prise de conscience. Donc c'est là où le héros reconnaît sa faiblesse et son besoin, donc ce qu'on a placé dans le point 1. Et là, il se voit sans phare. Ça amène du coup au point 21, la décision morale. Suite à sa prise de conscience, le héros prend une décision en accord avec sa révélation. Moi, je suis un peu plus mitigée sur ce point-là, et je sais qu'il y a d'autres auteurs, notamment John York de Into the Woods, dont je vous parlerai aussi, qui a une structure en 5 actes qui, moi, me parle beaucoup. Et lui, en fait, il amorce la transformation du héros au point médian, au midpoint du roman. Il dit en général, au point médian, il y a un élément qui se passe qui va faire basculer l'histoire et qui va faire que le héros découvre quelque chose sur lui et il comprend qu'il va devoir changer. En fait, il commence son changement à ce moment-là, et il va le finaliser lors du climax et de l'affrontement avec l'antagoniste. Et pour moi, c'est une progression qui fait beaucoup plus sens que ce que Troubi donne là. Après, je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ça va peut-être plus parler. Donc, à quand même garder dans un coin de la tête. Et on arrive au point 22, le nouvel équilibre. Le retour à un statu quo, mais transformé. Ça, le nouvel équilibre, c'est quand même assez intéressant, notamment quand on écrit une série. C'est vraiment un point qui est important à avoir. C'est de considérer chaque tome d'une série indépendamment. Donc chaque tome va avoir son arc narratif et son arc de personnage. Et c'est vachement bien d'avoir un point comme ça où on va dénouer tous les fils qu'on avait tissés. On va dire voilà, notre héros a évolué, hein. Mais en même temps, c'est le moment où on va commencer à placer les fils pour la suite. Voilà, est-ce que ça vous parle? C'est 22 étapes. Alors, moi, comme je vous disais, j'ai essayé, mais ça marche pas du tout pour moi. Si je l'ai essayé, je crois, pour 2 ou 3 projets, et non, il n'y a rien à faire. Il y a un truc qui est très révélateur, c'est que j'ai besoin de re-regarder mes notes pour me souvenir des étapes. Et ça veut dire que je les ai pas intégrées, donc que c'est pas quelque chose qui est logique dans mon processus créatif. Par contre, comme je le disais, j'ai discuté avec d'autres personnes pour qui ça marche très bien. Donc voilà, je suis curieuse d'avoir vos retours sur ces 22 étapes. Très honnêtement, moi je trouve ça un peu fumé. Si on applique ça tel quel, sans réfléchir à son histoire et à sa structure, c'est là où on va se retrouver avec quelque chose qui va être très mécanique et pas du tout fluide et naturel. Rachel qui dit « J'avoue y aller plutôt à l'instinct avec un plan général, donc ça fait trop pour moi. » Oui, je me doute, toi, c'est vrai que tu es plus Enfin, t'es pas totalement jardinière, mais tu as un profil qui est un peu plus jardinier et c'est surtout très scolaire, mais c'est un bon guide quand on ne sait pas trop où aller. Alors, moi, l'intérêt que je vois à ce genre de structure, c'est justement quand on est coincé. Quand on est coincé au moment de l'écriture, je pense que ça peut être intéressant. Merci Catherine pour ce live, je dois y aller, bonsoir à tous. Écoute, merci de ta présence. Le live sera rediffusé sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas. Les étapes, c'est quoi? Pardon, je sors. Ouais, voilà. C'est... Alors, je pense que c'est hyper intéressant quand on est paumé, que ce soit à l'écriture ou à la réécriture, c'est de reprendre ces structures-là, parce que, on va être clair, John Truby, c'est un script doctor. C'est peut-être pas un écrivain, mais c'est un gars.
dont le boulot, c'est de repérer ce qui marche et ce qui marche pas dans une histoire. Donc concrètement, son guideline, ça marche quand même plus ou moins. Alors tout ne va peut-être pas fonctionner pour tous les éléments, mais ne pas hésiter quand on se dit bon, mon début il patine un petit peu là, reprendre finalement les étapes, dire voilà, alors ça galère au début, est-ce que j'ai bien est-ce que j'ai bien la prise de conscience, est-ce qu'on voit bien la faiblesse c'est le héros, est-ce que l'élément déclencheur arrive suffisamment tôt, est-ce que le personnage a un désir qui est suffisamment clair et suffisamment motivant pour qu'il bouge. Quand on est coincé, j'ai remarqué que c'était bien aussi de se questionner sur l'arc du personnage. Tout à fait, et c'est parfait, parce que ça me fait ma transition pour mon deuxième point, c'est justement les personnages. Après, c'est comme Vogler, toutes les étapes ne sont pas nécessaires, c'est comme le refus de l'aventure, c'est pas obligé. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qui résonne en nous et ce qui résonne avec l'histoire. Toutes les histoires ne se comportent pas de la même manière. Il y a le faux allié, comme tu disais, ça va très bien marcher pour la romance. Par contre, je sais pas si le refus de l'aventure pour, mettons, une romance où on traite une romance à la Roméo et Juliette sur le coup de foudre et l'amour absolu et inconditionnel, je suis pas sûre que ça marche des masses. Donc voilà. Ça m'amène donc au personnage et je bois une petite goutte. Chaud. Vogler. Non, Vogler c'est l'autre. Trouby, je sais plus qui le disait, mais il est très character driven. C'est-à-dire que il met vraiment le personnage au centre de l'histoire. En fait, toute la structure va être construite autour de l'arc de transformation du personnage. Et pour lui, chaque personnage, il articule vraiment les personnages autour de deux choses dont je parlais, c'est le désir et le besoin moral. Le désir, comme on en parlait, c'est ce qui est apparent, dont il a conscience et qui est externe au personnage. C'est qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est Indiana Jones, par exemple, il veut retrouver l'arche perdue, c'est son désir. Voilà. Son besoin moral, c'est il doit admettre qu'il s'est mal comporté avec Marion. Et ça, il n'en a pas conscience au début. Et c'est quelque chose où finalement il va évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Donc vraiment chez Trouby, il y a cette idée d'arc transformationnel que en fait le héros va évoluer en vue de combler ou non son besoin moral. Alors, il décline ça en 6 éléments que pour le coup je trouve assez bien fichus. Vous avez peut-être vu, j'avais fait un reel sur le sujet que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. J'ai aussi préparé une vidéo YouTube que je dois filmer parce que en fait là c'est franchement pas mal comme template et pour moi ça fait une bonne fiche de personnage qui fait pas une fiche de kilomètres de long mais qui permet vraiment de poser les enjeux du personnage. Alors, les 6 éléments pour déterminer le personnage, c'est la faiblesse. Globalement, c'est quoi son défaut? Et il dit ça, c'est très important parce que les antagonistes vont l'attaquer dessus. Et il y a un exemple, moi, qui m'est venu en tête, c'est la série des Dresden Files. Harry Dresden, il a une faiblesse, c'est les femmes. Au sens que il se fait souvent manipuler par des femmes. Il a du mal à partir d'un principe qu'une femme va lui vouloir du mal. Il a du mal à rester passif devant une demoiselle en détresse. Et il n'arrive pas à faire de mal à une femme. Et alors, mais ça le met dans des emmerdes. Mais là, je crois qu'on est... on est à une dizaine de bouquins dans la série, mais à chaque fois, il se fait avoir. Et là, au fur et à mesure de la série, il en a conscience, mais il y va quand même. Et en fait, les antagonistes utilisent
cette faiblesse de caractère pour lui pourrir la vie. Donc voilà, ça c'est une faiblesse. Ensuite on passe sur le besoin. Bon bah ça j'en ai amplement parlé, on va pas revenir dessus. Troisième élément, le désir. Là non plus, on va pas revenir dessus parce que je pense qu'on en a amplement parlé. Le quatrième élément qui est intéressant, c'est les valeurs. Globalement, c'est quoi les valeurs morales de votre personnage? Et en fait, c'est quelque chose qui est hyper important. Bah, ça peut être sa religion, est-ce qu'il croit en Dieu ou pas? Mais simplement, est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un de cynique qui croit pas en l'amour? Si oui, et que vous le mettez en scène dans une romance, il va pas réagir de la même manière, il va pas avoir le même arc que le jeune homme doux qui a besoin de surmonter sa timidité. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Donc voilà, tout ça c'est des valeurs morales à poster. Est-ce que votre personnage il est à l'aise à l'idée de voler? Est-ce qu'il est à l'aise à l'idée de faire du mal aux gens? Est-ce qu'il est à l'aise à l'idée de sacrifier quelques individus pour sauver le plus grand monde? Est-ce que c'est quelqu'un pour qui l'amitié est quelque chose de fort ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt solitaire? Est-ce qu'il a une famille avec qui il a de bonnes relations ou au contraire, est-ce qu'il a des relations dysfonctionnelles? Donc vraiment tout ça, c'est des éléments, c'est comme l'idée du spectre, c'est des éléments qu'on va peut-être pas forcément voir tels quels dans le produit fini, mais qui vont quand même déterminer un certain nombre de choses de votre personnage et notamment la manière dont il va interagir avec les autres et dont il va réagir aux obstacles. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je développe ce point-là? Vous avez le temps que je boive ma gorgée pour répondre. Aïe, je me cogne les dents, sérieux. C'est bon, ok, c'est parfait. Le point numéro 5, c'est les pouvoirs. Les pouvoirs, on pense tout de suite Doctor Strange et sa cape ou les X-Men, mais oui, c'est les pouvoirs, la valeur physique, mais c'est aussi ses compétences et sa place dans la société. En quoi le héros est bon? On va prendre par exemple un héros qui est informaticien. Voilà, il va être bon en informatique. Un héros qui est jardinier, bon, globalement, vous le lâchez en pleine nature, ça va mieux se passer que si vous lâchez un New-Yorkais au milieu de la forêt vierge. Voilà, parce qu'il a un peu plus de skill. A l'inverse, votre jardinier, si vous lui demandez d'empêcher un piratage à grande échelle, ça va probablement être compliqué. Donc c'est déterminer les compétences, en quoi il est bon, et c'est quoi le statut social, parce que entre un roi et un paysan, ça va pas être le même délire. Le roi, il va avoir accès à des ressources. Il va avoir des conseillers, des ministres, de l'argent, une armée. Tu fous quelqu'un au milieu de la forêt amazonienne, peu importe, il crève. Oui, de base. De base. Tu fous un occidental dans la forêt amazonienne, de base, ça va pas être joli. Donc voilà, le roi, il va avoir des ressources que le paysan n'a pas. A l'inverse, le jeune paysan fermier qui trouve une épée magique, il peut partir à l'aventure assez rapidement sans qu'on lui dise rien. Le roi, s'il déserte son poste, ça va pas le faire. Donc ça, c'est à déterminer globalement le statut social de votre personnage, en quoi il est bon, à quelles ressources il a accès. Pareil, ça va conditionner un certain nombre de choses au niveau du développement de votre intrigue. Et on arrive au point 6, quels sont les problèmes? Donc ça, c'est en lien avec le point 3, les désirs. Votre personnage veut quelque chose, pourquoi ça va être compliqué? Globalement, qu'est-ce qui va poser problème dans ce qu'il veut? Je prends les films genre... les films de casse genre Ocean's Eleven, ils veulent faire le casse de la banque. Le problème, c'est que c'est un casino ultra surveillé. Donc, ils vont avoir une série de problèmes à surmonter pour arriver à piquer l'argent et surtout à s'en tirer.
Donc voilà, les 6 éléments de création d'un personnage, c'est faiblesse, besoin, désir, valeur, pouvoir et problème. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser pour un de vos romans ou une création de personnage? Toi, mon Rachel, tu dis ça pourrait aider. Ok. Très honnêtement, moi je trouve que c'est franchement pas mal. Et là, le projet que j'ai en cours, que je jardine plutôt pas mal. J'ai fait des fiches personnages hyper light et je me suis servi de ce template. Et ben, ça aide bien parce que quand je suis un peu paumée sur savoir ce qu'elles vont faire, parce que vu que j'y vais un peu à l'arrache, on va être clair, au moins bah, je sais comment mes personnages réussissent. C'est quelque chose que je fais de manière instinctive en fait. Oui, bah on en revient à ce que je disais, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'écrire et de lire, il y a des choses en fait qu'on fait de manière pas inconsciente mais instinctive, qu'on fait sans trop se poser de questions parce que bah on sait que c'est ce qu'il faut pour l'histoire. Alors, Troubi, il a quand même un côté assez moral, voire moralisateur. Mais c'est bien d'avoir genre une fiche pour vérifier. Ça gagne du temps plutôt que d'essayer de retrouver dans les paragraphes ce qu'on avait fait. Donc voilà, moi où j'accroche un petit peu moins avec Troubi, c'est qu'il a un côté vraiment valeur morale, où je ne connais pas ce monsieur, mais on sent quand même l'influence de la religion chrétienne et surtout du protestantisme. L'idée notamment bah, que chaque personne a une faiblesse, qu'on est puni par sa faiblesse et que finalement l'histoire et les personnages servent à mettre en selle une question morale. Voilà, j'y arrive. Euh, moi oui, je comprends, oui, le fait qu'il y ait une thématique et que les personnages soient le reflet de cette thématique, ok. Là, avec mon mari, on est en train de se faire les Breaking Bad. Et je trouve assez intéressant finalement d'avoir une question dramatique centrale qui est jusqu'où on irait pour protéger sa famille. Et finalement, les personnages, je suis en train de dégommer ma souris, les personnages qui vont réagir de manière différente à cette question, et bah, le fait de vouloir protéger sa famille, mais qui met le doigt dans un engrenage et qu'au bout d'un moment, bah, il va devoir aller jusqu'au bout. Ouais. Par contre, le côté extrêmement moralisateur, en mode que c'est ta faiblesse qui cause ta perte, ou que c'est en surmontant ta faiblesse que obligatoirement tu grandis, je suis pas sûre. Je trouve que c'est un peu réducteur et c'est très occidental comme manière de penser, j'ai l'impression. Parce que là, j'essaie de me diversifier dans mes lectures et j'ai lu Le problème à trois corps et sa suite de Liu Cixin. Et en fait, ils abordent pas du tout la dramaturgie et la création de personnages de la même manière. Il y a beaucoup moins ce côté moral et moralisateur. Et je sais que c'est un aspect que Yves Lavandier a très énormément critiqué dans la dramaturgie. Pour lui, il dit non mais il y a un moment, c'est le fait d'avoir un personnage qui change du tout au tout en 1 heure et demie de film. Il y a des moments pour lui c'est un petit peu gros et que la narration ne doit pas verser dans la psychothérapie. Donc moi je suis un peu entre les deux parce que Yves Lavandier est en mode non mais de toute façon on ne peut pas changer, on est prédestiné, enfin pas prédestiné mais en gros il fait plus ou moins partie de ce que j'ai compris de l'école comportementale et behavioriste
qui pose du principe qu'on est le résultat d'un conditionnement. Voilà. Donc en gros, ça remet quand même vachement en cause le libre arbitre, donc rien de ce qu'on fait n'est vraiment libre, tout est le produit d'un conditionnement qui soit génétique, familial ou sociétal. Donc lui, il est plus dans ce goût-là et Troubi est plus en mode c'est en reconnaissant ses faiblesses et finalement en faisant pénitence par rapport à cette faiblesse-là que on arrive à s'élever au-dessus de sa condition. Donc je peux me tromper, mais j'ai l'impression que chez Troubi, il y a quand même une morale qui est extrêmement protestante avec l'idée que c'est en expiant ce qu'on a de mal qu'on arrive à s'élever. Et au contraire, chez Lavandier, il y a tout un côté... de toute façon, on est prédéterminé par notre cerveau qui est un connard, par la manière dont nos parents nous ont éduqués, par notre capital génétique et la société. Donc c'est illusoire de croire qu'on a le libre arbitre pour changer. J'avoue que moi je me situe un peu entre les deux. J'aime à penser que j'ai quand même un chouïa de libre arbitre. Sinon c'est un petit peu triste quand même. C'est complètement le nœud du film The Game. Je l'ai vu mais il y a longtemps, franchement... il y a très 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 longtemps. Si tu peux rappeler un petit peu ce que c'est sur la chatbox, je veux bien, puis je pense que ça intéressera peut-être les autres. Je ne supporte pas l'idée de l'absence de libre arbitre. Ouais, mais du coup c'est assez intéressant et c'est pour ça que là j'ai commencé à lire un livre sur la psychologie. C'est qu'il faut se dire que chaque manuel d'écriture va vous dire que les autres méthodes c'est caca et que sa méthode c'est la bonne, mais qu'en aucun cas c'est vrai. Et que les méthodes elles vont dépendre énormément du vécu de la personne, de son contexte et de son background. Et il faut garder ça en tête. Et ouais, non, mais là, très clairement, quand j'ai lu dans mon bouquin sur la psycho, tout le passage sur les théories comportementales issues de la théorie de Pavlov, le fait qu'on ne sait que réagir à des stimuli, j'ai dit, bon, bah ok, toi, mon gars, cherche pas. Et à côté de ça, Troubi, oui, très clairement, il y a un côté moral-religieuse derrière, qui est assez logique parce que les États-Unis sont finalement quelque chose de beaucoup plus puritain que nous. Et on a encore, je rappelle qu'il y avait les Hay Codes qui étaient en vigueur pendant l'âge d'or d'Hollywood, où notamment on ne pouvait pas montrer de scènes violentes, on ne pouvait pas faire, enfin il n'y avait que des allusions au sexe et qu'on ne pouvait pas parler d'homosexualité, et que ça a été des codes qui ont été en vigueur pendant un bon moment. Faudrait que je retrouve, mais je me demande si c'était pas juste que dans les années 80. J'ai regardé. Donc, le code Hayes, qui a remplacé, donc qui a été de 1934 à 54, et ouais, non, qui a duré jusque 68 quand même. Donc voilà, on a quand même cette idée... Ah mais oui, c'est ça, je l'avais vu. Il était pas mal, mais oui, c'était vrai que moi, ça m'avait un peu laissé dubitative l'idée que, voilà, qu'on puisse prédire absolument tous ces comportements. Et donc, je pense que c'est quand même intéressant d'essayer de savoir un petit peu le contexte dans lequel une œuvre est écrite, et très clairement dans l'anatomie du scénario, on voit le côté moral et moralisateur d'Hollywood. Alors globalement, il est manipulé dans un jeu et la morale, c'est qu'il est 100% prédictive, mais que ça le fait évoluer. Il y a quelques dialogues vraiment tordants. Écoute, j'essaie de me le refaire à l'époque, à l'occasion. Ça m'intéresse bien. Donc voilà, globalement, ce qu'il a à dire au personnage. Alors, ce qui est applicable au protagoniste, bien évidemment, on peut l'appliquer à l'antagoniste. Il dit un bon antagoniste, c'est le miroir du protagoniste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir les mêmes désirs, globalement, peut-être pas la même faiblesse, mais peut-être le même besoin, et qui
qui va y réagir de manière différente. Donc, alors, il parle un petit peu de l'antagoniste, mais c'est pas hyper développé non plus. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus de choses. J'avais fait une formation, c'était de Caterina Tossati, c'est Bekaterina sur Instagram et Twitter, où elle a fait une formation sur l'antagoniste que vous allez adorer détester, et qui était pour moi plus poussée parce qu'elle analysait vraiment les mécanismes qui font qu'un antagoniste va être mémorable. Là, bon, Troubi, c'est... Bon, il en parle un petit peu, mais c'est pas ultra développé. Malgré tout, je pense que si on applique le template de l'arc transformationnel du protagoniste, qu'on l'applique à l'antagoniste, à mon avis, ça peut aider pas mal et ça peut donner une bonne structure au roman parce que ça donne finalement un but au méchant autre que d'être méchant. Voilà. Il a son but qu'il essaie, qui poursuit, et le fait que ça entre en conflit avec celui du héros, ça va lui donner des motivations un peu plus crédibles que juste non mais je vais le faire chier parce que je m'ennuie. Remarque, l'ennui et la vacuité du monde peuvent être une raison d'être méchant, mais là on va parler, on s'aventure sur un terrain philosophique et je suis trop fatiguée pour en parler. Mais voilà. Alors, moi dans les trucs aussi qui me dérangent un petit peu, parce que je suis méchant, dans les trucs qui me dérangent un petit peu chez Troubi aussi, et là où je trouve les limites de sa méthode, Nyark, le méchant, ouais, c'est que déjà, ça s'applique pas très bien à une narration chorale. Il part du principe qu'on a un protagoniste, on va avoir éventuellement le love interest, un ou deux alliés, un antagoniste, et puis c'est tout. Il part pas du principe qu'on puisse avoir plusieurs héros, ce qui est quand même plus souvent le cas en littérature, et notamment en littérature de l'imaginaire, où on a assez souvent des relations. Je fatigue moi, des narrations chorales. Alors il dit oui bien sûr qu'on peut reprendre le template et l'appliquer, mais voilà, ça va impliquer de jongler un peu plus et de tresser plus ça. Très honnêtement, moi j'ai trouvé plus de choses au niveau de la narration chorale chez Lavandier ou chez Beth Ravis de Paper Hearts, ou même chez Blake Snyder, qui sont, surtout Beth Ravis et Blake Snyder, qui sont extrêmement terre à terre. Ça plaira pas à tout le monde, moi j'ai bien accroché pour ça, c'est voilà, qui donne vraiment les trucs qui marchent et qui marchent pas. M'en parle pas chez Chimère, et les notions de gentil et de méchant sont très relatives. Après, moi, il y a une autre chose qui m'a un petit peu dérangée, et c'est ce qui m'a aussi dérangé chez Vogler et Campbell, c'est que on part du principe que le héros est masculin. Il y a très très peu d'exemples d'héroïnes féminines, et il y a très peu d'exemples d'arcs transformationnels féminins. Donc finalement, lui, il part du principe, il dit oui, mais de toute façon, toute faiblesse, en gros pour lui, la faiblesse universelle, c'est la peur de l'intimité, donc la peur de se montrer tel qu'on est et de montrer ses faiblesses justement. Et je dis oui pour un personnage masculin, Beth Ravis. Alors je vais te l'écrire. C'est Beth Ravis et c'est de son bouquin qui s'appelle Paper Hearts, qui est vraiment très bien. Là aussi, de toute façon, j'ai prévu de faire des lives sur les bouquins d'écriture. Vous pouvez la suivre sur Instagram, elle est super rigolote, elle poste plein de reels et des photos de chiens mignons. Voilà. Donc, mais oui, donc là, l'arc transformationnel féminin, enfin, je me dis, il y a... C'est pas forcément... c'est un peu réducteur finalement de dire, de toute façon, tous les personnages ont peur de montrer qui ils sont. Je dis ouais, et au niveau, quasiment tous les exemples donnés, c'est des personnages masculins et c'est des auteurs masculins. Donc c'est voilà. Pour moi, c'est un petit peu réducteur et
Ça montre encore le problème de la représentativité parce que finalement, il y a peut-être des schémas différents pour les personnages féminins, mais on les voit pas forcément dans ces bouquins d'écriture. Donc on entretient l'idée que bah, ça n'existe pas, alors que ça peut très bien exister et c'est très valable. Je sais qu'il y a des autrices qui ont écrit sur le voyage de l'héroïne. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je sais que Vogler et Lavandier les conseillaient. Donc ça, c'est une lecture. Puis bon, j'ai un bouquin en cours que j'avais mis en pause parce qu'il est quand même costaud sur les cultures matriarcales et où il parle pas mal des mythes des cultures matriarcales. Et je pense que ça peut être une bonne idée finalement pour diversifier et trouver d'autres schémas mythologiques qui changent un petit peu des mythes masculins. Oui, alors désolé, hein, c'est la minute féministe, j'assume totalement, mais il y a un moment, je trouve que c'est important d'en parler et puis bah, de se rappeler qu'il y a tout un pan de la culture qui est quand même invisibilisé et qui aurait bien le droit d'exister. Alors, je regarde. Ah, excellent. Oui, c'est vrai qu'elle écrit pour du Star Wars aussi. Je suis une féminaze ghoul. Non, non, mais j'assume totalement. Et ouais, non, j'avais écouté, c'était Audrey Alvette qui parlait pour son roman Magic Charlie et qui disait que bah en fait, elle s'était rendue compte que son petit garçon n'avait que des modèles masculins combattants alors que à la maison, ils essayaient de bah, plutôt lui apprendre la discussion, le partage, la bienveillance, l'entraide. Et en fait, dans ces modèles narratifs, il n'avait que des personnages de garçons combattants. Et donc, bah, elle a écrit Magic Charlie pour un peu pour lui, pour que son petit garçon puisse avoir un modèle de héros qui soit héroïque, qui soit bon, mais qui ne résolve pas forcément ses problèmes par la violence. Donc oui, les histoires, c'est hyper important et ne pas se limiter à des schémas qui existent, mais essayer d'avoir conscience des clichés et de sortir des clichés et de réfléchir à ce qu'il y a derrière les archétypes et ce qu'on peut utiliser, pour moi, c'est hyper important. Moi, j'avoue que quand j'étais ado, ça avait été à la révélation quand j'avais lu À la croisée des mondes et que j'avais vu Princesse Mononoke, c'était oh, on peut faire ça parce que toutes les héroïnes que j'avais finalement leur but dans la vie c'était trouver le prince charmant. Alors que là on avait Lyra qui faisait des conneries, qui piquait les bateaux aux gitans, qui mentait et en même temps qui avait beaucoup de courage et qui affronte énormément de courage, choses pour retrouver son ami. Et Princesse Mononoke, on a la nana élevée par les loups qui vit avec les loups, qui combat. Et de l'autre côté, on a Dame Eboshi qui elle aussi combat pour ce qu'elle estime être juste et notamment bah, pour ménager une place à des femmes dans une société patriarcale qui les a rejetées. Voilà, je fais waouh. Bah tu vois, malgré mes modèles masculins, Lyra, elle me paraissait une fille normale. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que c'est une des premières héroïnes que j'ai lues qui prenait vraiment son destin en main. Hop. Et c'est pour ça que je suis contente de voir quand même que ça bouge un peu de ce côté-là, notamment avec les derniers Disney Pixar. Moi, je suis très contente que ma petite nièce, qui est 5 ans, que son héroïne ce soit Vaiana parce que objectivement voilà Vaiana déjà il n'y a pas une romance à la con puis elle est badass. Moi c'était la force. Oui, et après j'adorais Leia aussi hein. Oui, enfin bon, à la fin elle passe son pacte de merde avec Will pour se retrouver sur le banc. Ouais, mais en même temps finalement elle est sa propre héroïne. Et ouais, non, mais c'est pour ça ça a quand même bien évolué. Moi, je vois ma nièce maintenant, quand elle vient, oui, la fin, pour ça, j'étais hyper déçue. Mais ma nièce, du coup, quand elle vient, elle demande les épées. Donc, en fait, on a des dagues en plastique qu'on lui donne. Vu qu'elle est encore petite, ça fait des épées. Puis, bah, elle s'amuse à les taper. On a un pneu dans le jardin dont on se sert pour l'entraînement en escrime. Et
ça ne lui viendrait pas à l'idée de dire non mais c'est pour les garçons les épées. Non. Voilà, elle a sa traîne, elle a sa robe princesse des neiges et puis elle va dégommer des ennemis invisibles. Et c'est cool. Moi j'avais que des mecs mais on n'oubliera jamais que j'étais un garçon manqué. Ouais moi aussi je l'étais, moi je grimpais aux arbres. Enfin, bon. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur les personnages selon Troubi. Alors, on arrive maintenant à la troisième partie, l'univers. C'est pas hyper développé chez Troubi, mais quand même, il a un concept qui est hyper intéressant, c'est celui d'arène du récit. Il part du principe que, en fait, une histoire, ça marche mieux si on a une unité de lieu. Au départ, c'était dû à des contraintes techniques, notamment au théâtre. C'est que les décors, c'était compliqué, ça coûtait cher, donc globalement, on essayait que tout se passe plus ou moins dans le même décor. Après, au niveau des films, ça a été aussi la même chose, une contrainte technique, c'est d'essayer d'avoir le minimum de décors possible pour que ce soit le plus simple à filmer. Mais finalement, il dit que limiter les décors à ce qui est important à l'histoire, c'est plus impactant. Que ça permet de vraiment montrer ce qui va servir à l'histoire et surtout ce dans quoi les personnages évoluent. C'est l'idée que si jamais votre personnage n'interagit pas avec cet élément de l'univers, il n'y a pas d'intérêt à le montrer. Et ça, je trouve que c'est un concept qui est hyper important pour les littératures de l'imaginaire. Parce qu'on adore créer des univers, ne nous leurrons pas, on adore les explorer et on a tous tendance à vouloir mettre tout ce qu'on a élaboré de l'univers dans le roman. Or, finalement, en fait, en se limitant exactement à ce que les personnages vont voir, ce avec quoi ils vont interagir, ce qui va avoir un impact pour l'histoire, en fait, ça marche vachement mieux. Ça évite que l'histoire s'éparpille par se cacher. Ah, c'est pas quelque chose que tu fais. D'accord. Mais en fait, ça... Voilà. Et ça, j'ai remarqué, il y a des romans qui le font très bien. Et il y en avait un, j'avais fait une vidéo sur la chaîne. C'était sur l'étrange affaire de Spring Hill Jack de Mark Oder, je crois. Et en fait, c'est dans un Londres alternatif. Et au départ, après j'ai une arène, la ville, mais il y a plusieurs endroits dans la ville. Oui, voilà, c'est l'idée, c'est que ton arène générale, c'est la ville, et après tu vas avoir plusieurs arènes. Et là, en fait, dans ce roman-là, on a cette Londres uchronique avec des animaux génétiquement modifiés, des machines, etc. Mais c'est présenté petit à petit, et en fait, il emploie plusieurs techniques, c'est-à-dire qu'il limite, l'auteur limite à ce avec quoi les personnages vont interagir. Par exemple, on voit les chaises volantes quand Burton, donc qui est le personnage principal, en prend une. On voit les chiens messagers, les perroquets répéteurs, pareil, quand il a à s'en servir d'un. Donc tout est présenté en action, en lien avec le personnage, et il limite vraiment à tout ce qui sert. Donc on va avoir des fois mention d'une technologie au travers d'un dialogue ou en tête de chapitre avec des encarts publicitaires qui nous permettent de comprendre qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc ça donne vraiment l'idée d'un univers extrêmement foisonnant, mais vu que ça ne sert pas dans l'histoire, ça n'apparaît pas. Oui, ou sinon c'est un infodump, bonjour, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment bien de savoir quelles sont les arènes du récit, et surtout sélectionner les univers qui ont une résonance avec les thèmes de l'histoire. Et je pense notamment au premier bouquin des Hunger Games, où il y a une arène littéraire et littérale, c'est l'arène où ils combattent. Et c'est pas anodin que ce soit une forêt, parce que finalement, une des thématiques du roman, c'est qu'est-ce que tu ferais pour survivre. Et avec l'idée que même si la société, en apparence, elle est extrêmement policée, en vrai, c'est une jungle, et que
on a cette barbarie et cette violence qui sont sous-jacentes, sous des dehors extrêmement colorés et pailletés et très policés, vu que finalement on est dans une dictature. Donc voilà, ça c'est des exemples, c'est une arène vraiment littérale pour le coup, mais il y a pas mal, je pense que surtout dans les littératures de l'imaginaire, si on s'y intéresse, on peut vraiment voir... Ah, j'ai plus de... j'ai plus de souffle, je suis désolée. On peut vraiment voir qu'il y a aussi des lieux symboliques qui permettent de finalement donner une cohérence à l'histoire. C'est pas pour rien qu'en fantasy, il y a des lieux qu'on retrouve très souvent, c'est l'auberge par exemple. Très souvent, voilà, vous avez besoin que vos personnages discutent, ils vont le faire à la taverne. Parce que, voilà, c'est un lieu, on sait que c'est un lieu d'échange, on sait que c'est l'endroit où on se croise, où on va pouvoir récupérer des compagnons. Donc ça, c'est une arène. Et c'est même une arène du genre. Comme en policier, bon bah un des passages obligés, c'est le commissariat ou le bureau du détective. Voilà, c'est l'arène où on revient finalement entre différentes phases d'action. C'est le point de repos, c'est là, on reprend, on rediscute, on repart, etc. Xian qui dit, je ne vois pas ce que tu veux dire. 881B Pastry Street, tout à fait. Donc voilà, ce qu'il dit sur l'arène, qui est moi que je trouve vraiment intéressant, et je retiens en fait cette idée d'essayer de limiter au cercle où les personnages interagissent. Céline, globalement, tu me dis, toi, t'as une ville qui est l'arène complète, et après, t'as plein d'endroits, mais globalement, toute la ville n'apparaît pas dans l'histoire. C'est juste, on sait que la ville existe au complet, on va peut-être avoir mention de plusieurs quartiers, mais tu ne vas faire apparaître dans le roman que ce qui sert au roman. Et c'est dans mon collectif Hydralune, il y a Andrea Della qui a une série qui s'appelle Heaven Forest, qui se passe dans la ville de Darkwood, qui a pas mal de quartiers. Et en fait, on les voit au fur et à mesure des tomes. Notamment le quartier du port, on le découvre dans le tome 2. Il y a un quartier plus résidentiel, le quartier des artistes, on sait qu'il existe parce que les personnages en parlent, mais on ne le découvre que dans le tome 3 parce qu'il y a 2 personnages qui s'y rendent. Et il y a des arènes qui reviennent. Le port, on le voit dans le tome 2 de mémoire, et il réapparaît parce que c'est un des lieux principaux où se déroule le tome 6. Dans le tome 7, bon, je suis en contact avec Andrea Della, donc je sais que ça va aller au niveau du port, mais ça va aussi sur une des usines électriques dont on nous a parlé, on sait qu'elles existent, mais on ne les a pas visitées. Tome 1, les quartiers pauvres, la cathédrale. Tome 2, le palais, les quartiers résidentiels. Voilà. Mais c'est exactement ça, cette idée d'arène. C'est vraiment, tu as ton univers global et tu vas avoir des points sur lesquels tu vas faire le focus. Parce que c'est ça qui est important à ce moment-là. Tome 3, un musée. Ce qui me rappelle qu'il faut que je te prenne tes romans, mais je vais peut-être passer dans ton coin cet été. Donc j'essaierai de te les prendre en direct. Comme ça. Comme ça, j'aurai une petite dédicace. Ce serait trop cool. Donc voilà. Autrement, Troubi parle un petit peu de la symbolique. J'avoue que ça m'a pas percuté plus que ça. Il dit que c'est bien si on développe une symbolique dans son roman. Il parle notamment de Gatsby, qui est assez intéressant parce que lui, c'est assez marrant d'ailleurs parce que lui, il associe la couleur verte qu'on retrouve dans Gatsby avec la nouvelle Amérique qui s'enrichit, comme le dollar. Et j'ai lu d'autres interprétations qui disent non, le vert c'est la couleur de l'envie et c'est lui en fait qui guette la lumière verte chez Daisy parce que il a envie de la retrouver.
Donc voilà, il parle de la symbolique, il dit que c'est bien d'avoir des symboles, donc des éléments qui veulent dire autre chose que ce qu'ils veulent dire et qu'on va retrouver tout au long du thème. Je suis assez d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas forcer le truc. Parce que le problème d'un symbole, c'est que si on le force, ça, on prend le risque finalement que ça desserve l'histoire et que ça fasse attendez, attendez, j'enfile mes gros sabots et j'arrive. Voilà. Donc j'ai envie de dire, si vous avez des éléments symboliques qui vous viennent et qui permettent de donner une autre dimension, moi je sais que par exemple dans Myriade, mon roman qui paraîtra sûrement à l'automne chez Hydralune, j'ai beaucoup l'idée du clair-obscur, notamment sur les cours des démons et les cours des spirites, parce qu'ils sont à la fois dans l'ombre et dans l'obscurité et que ça correspond bien au personnage. J'ai l'idée des papillons qui symbolisent les âmes et les richesses d'une âme, mais c'est des choses qui sont venues naturellement au niveau de l'écriture. Je me suis pas posé un moment en disant alors, quel symbole pour quel personnage? La symbolique, c'est pas mon truc. Je suis comme la poésie, je suis pas très poète. Moi non plus. J'admire. Dans notre collectif, on a par exemple Audrey Aragnou, qui là, avec sa série des chroniques de Garandé et donc son premier tome, Le Seigneur qu'un royaume, qui a vraiment une grosse dimension symbolique à toute son histoire. Limite métaphysique et métatextuelle, parce que elle parle d'un écrivain qui a du mal à écrire son histoire, dit celle qui fait parler ses vampires en alexandrin. Non, ça c'est juste parce que c'est cool. C'est chiant, mais c'est cool les vampires qui parlent en alexandrin. Mais donc voilà, Audrey, elle a tout un univers autour de cet écrivain qui n'arrive pas à écrire et qui va être pris par les personnages de son récit et emmené dans finalement l'univers de son récit. Et il y a tout un jeu de symbolique avec les cartes de tarot notamment, mais c'est assumé dès le début, c'est que dès le début c'est de la fantaisie épique et onirique. Donc vous imaginez de la baston genre le Seigneur des Anneaux avec quelque chose d'absurde et de féerique comme Le Petit Prince et Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, là il y avait une très très grosse dimension symbolique, mais pour avoir parlé avec elle, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure qu'elle travaillait sur ce texte, au fur et à mesure des réécritures. Donc voilà, je pense que oui à la symbolique, mais qu'il ne faut pas la chercher à tout prix et qu'il vaut mieux être à l'écoute de son texte plutôt que d'essayer de plaquer dessus des choses qui ne vont pas fonctionner. Autrement, Troubi parle du dialogue. Comme beaucoup de manuels de cinéma, la partie dialogue, elle n'est pas inintéressante, mais pour moi, elle est difficilement applicable pour les romans. Parce que en cinéma et en roman, le dialogue, il n'a pas vraiment la même fonction. C'est que nous, en roman, on peut jouer vachement plus avec les pensées du personnage et les incises. Et ça change énormément la donne. Tandis que en cinéma, ils ne peuvent pas recourir des masses à la voix off. Donc globalement, il y a énormément de choses qui passent par le dialogue. Voilà. En plus, j'ai pas des auteurs que j'ai lus, j'ai pas trouvé que là aussi c'était le plus percutant. Honnêtement, j'ai préféré ce qu'avait à dire Lavandier. En plus, on a toujours un petit peu le problème avec les anglo-saxons, c'est que l'anglais et le français, ça marche pas de la même manière. Le français est quand même beaucoup plus bavard. On n'a pas tout à fait la même manière de parler et de dire les choses en anglais et en français. Donc c'est pour ça, si vous cherchez des éléments sur le dialogue, je vous conseillerais plutôt Lavandier ou alors le podcast Il n'y a plus de papier, qui là aussi est sur le cinéma, mais qui a vraiment fait qu'il y a un épisode d'1 h 30 sur les dialogues qui est vraiment super super intéressant. Par contre, de Troubi, je retiens une phrase que je trouve très percutante, c'est « Les bons dialogues sont toujours plus intelligents, plus spirituels, plus métaphoriques et mieux argumentés que les conversations de la vie. »
Et je trouve que ça résume bien la difficulté d'écrire des bons dialogues. C'est qu'il faut que ça sonne réel, mais en même temps, on ne peut pas appliquer la réalité. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais enregistrer une conversation et essayer de la retranscrire, ça va être plein de enfin je sais pas, ça va partir dans tous les sens, revenir après sur son idée, enfin voilà. Le dialogue dans la vraie vie, il n'a pas de structure. Or, en narration, pour que ce soit percutant, vous allez avoir besoin que ça ait un minimum de structure, sinon ça va être chiant. Donc vraiment, on a cette idée qu'il faut que ça ressemble au réel, mais que ce soit plus intelligent et plus compréhensible que le réel. Je sais pas si ça vous parle au niveau du dialogue. Et mes lentilles sont en train de sécher, c'est la fête. Ouais, et je vois que Mina est... Ah, Mina, elle est à fond, là, c'est... Waouh. Donc, voilà, au niveau... Ce que j'ai à en dire, donc, de l'anatomie du scénario, j'avoue qu'après ma journée de boulot, je n'ai plus trop de cerveau pour réfléchir. Non, mais je comprends, mais c'était déjà vachement bien d'être là. Alors, au niveau de ce bouquin, donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même des bonnes idées applicables rapidement pour brainstormer, mais que globalement, il y a énormément de choses où ça va servir après coup. Et là, on voit tout le côté script doctor, donc qui a l'habitude d'avoir un produit déjà fini ou presque, ou au moins bien avancé, sur lequel il va pouvoir travailler pour dire ça marche, ça marche peu, je sais pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. On a aussi un côté très américain, au sens que là, ça calibre des films pour Hollywood. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'idée, c'est que globalement, pour faire produire un film pour Hollywood, il va falloir qu'on puisse le vendre. Donc pour pouvoir le vendre, il va falloir qu'il parle au plus grand nombre possible. Donc globalement, on va chercher une certaine universalité et éviter les choses qui dévient un peu trop de la norme et qui perturbent les gens. Et alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler que Encanto, le dernier Disney, a perturbé pas mal de gens parce que il n'y avait pas vraiment d'antagoniste au sens méchant Disney classique. Et qu'il y a beaucoup de gens, notamment aux États-Unis, où il y a eu des retours négatifs, où les gens n'ont pas compris. Parce que ils ont l'habitude de ce template avec l'antagoniste qui va être vaincu à la fin. Alors que finalement, le public d'Amérique latine, en plus, à qui le côté réalisme magique a beaucoup plus parlé, qui a une autre culture de la narration, ça leur a beaucoup plu. Donc voilà. Gardez ça en tête. Est-ce que... Je viens de voir Mina s'agiter derrière moi. Oh, c'est dur, ma pauvre. Est-ce que je le conseille à la lecture? Je dirais oui quand même. Ne serait-ce que pour vous faire votre propre idée. Comme je le disais, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que pour eux ça marchait bien et que c'était un peu leur livre de chevet. Donc quand ils étaient bloqués sur un truc, ils relisaient un passage. Après, voilà, c'est quand même de la pavasse, quoi. C'est pas loin de 600 pages. Donc, soyez prévenus. Faites-le à un moment où vous avez du temps de cerveau disponible. Donc, Rachel, pas en rentrant du boulot. Faites-le plutôt au moment de vos vacances. Comme je le répétais, c'est pas une obligation de lire les livres sur la dramaturgie. C'est juste que ça va peut-être vous donner des clés pour comprendre des choses que vous faites instinctivement. Moi, j'avoue que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup, moi qui m'a énormément aidé plus que tous les livres de dramaturgie, c'est le podcast Writing Excuses, donc qui est fait par Brandon Sanderson, Howard Taylor, Dan Wells et Mary Robinette Kowal. Donc Brandon Sanderson, je rappelle, c'est celui à qui on a confié la fin de La Roue du Temps après que Robert Jordan
soit décédé. Donc, et lui, j'ai lu des bouquins, j'ai fait ok. Donc lui, quand il parle de dramaturgie, on va l'écouter parce que ces bouquins m'avaient bien retourné la tête, et notamment Les Fils de Brume, je l'avais lu, et il arrive à faire des plot twists où on fait ah ouais, quand même, et en même temps on se dit mais c'est évident, il y avait tous les indices étaient là. Donc voilà, moi c'est un podcast qui m'a énormément aidé et qui m'a permis de mettre des mots sur des choses que je pressentais. Des clés pour fermer les vannes et ne plus écrire, oui. Ça dépend, alors Sanderson il fait pas court. Non, non, Sanderson il écrit de la pavasse aussi. Alors, pour ça que je conseille vraiment Writing Excuses et son pendant français Procrastination, qui est fait par Lionel Davoust, Estelle Faye. Alors au début, il y avait Laurent Généfort et maintenant, il y a Mélanie Fazi. C'est bien parce qu'ils n'ont pas toujours la même vision que Writing Excuses, qui reste finalement dans une manière anglo-saxonne de raconter. Mais c'est très bien parce que c'est des podcasts de 15 à 20 minutes. Et ils donnent pas de... Je pense que je parle pas assez bien anglais pour écouter des podcasts en VO. Ça dépend. Après, pour moi, c'est assez compréhensible et éventuellement, il y a des scripts. Donc si t'es paumé, tu peux regarder le script. Ah, tiens, il y a un Dracula qui bouge. Tu as faim, mon chat? Moi, ce que j'aime beaucoup avec Writing Excuses et Procrastination, c'est contrairement au manuel d'écriture, ils essaient pas de vendre une méthode et ils nous disent pas que ça, c'est la méthode et point barre. Mais en fait, moi, c'est deux podcasts qui m'ont fait me poser beaucoup de questions sur ma manière d'écrire. Et en fait, réfléchir sur comment moi, je voyais les choses. Sachant que Procrastination comme Writing Excuses, ils sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. C'est super drôle dans Procrastination, il y a Lionel Davoust qui dit un truc, et en général il y a Mélanie Fazi et Estelle Faye qui disent alors moi je suis pas d'accord et qui expliquent, et leur point de vue se valent, c'est juste qu'en fait ils ont des manières d'appréhender l'écriture qui sont différentes. Et dans Writing Excuses, c'est ok, enfin c'est la même chose si on compare Howard Taylor qui fait une BD au long cours, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'elle dure, Brandon Sanderson, qui est un architecte pur et dur, qui a des plans hyper détaillés, et Dan Wells qui va à l'aventure. En fait, ils ont vraiment des modes, des manières de procéder qui sont différentes. Et ça aussi, c'est un truc qui me dérange dans les manuels, c'est qu'on sent quand même qu'ils essaient de vendre leur méthode et de dire non, non, ce que les autres font c'est de la merde, moi c'est bien. Ce qui me fait doucement marrer, c'est que c'est un truc que je retrouve aussi dans les manuels d'escrime du 16e qu'on étudie. C'est voilà, on bâche ceux qui ont fait des trucs avant, puis on dit ah non, non, mais vous allez voir, les autres avant, c'est caca. Par contre, moi, ce que je vais vous enseigner, c'est la vraie escrime. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à le lire. Vous allez forcément apprendre des choses. Il y a des choses qui vont plus ou moins résonner avec vous. Vous allez probablement pas être d'accord, mais ça, j'ai envie de dire, si déjà vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que vous connaissez votre processus créatif. Que vous savez, non, ça va pas marcher pour moi, parce que moi, je fonctionne pas comme ça. Ça peut aussi vous permettre de vous dire, tiens, ça je pourrais essayer, comme là, j'ai essayé son template pour les personnages, et en fait, je pense que c'est quelque chose que je vais adopter dans ma création, parce que ça permet d'avoir une fiche personnage assez détaillée, mais pas trop longue, et qui permet, après ça on rajoute la taille, de poids, la couleur de cheveux, la couleur d'yeux, l'âge, et c'est bon quoi, on a l'aide-mémoire pour le personnage. Moi je mets ça dans Scrivener, comme ça quand j'ai un doute, je vais checker ma fiche de personnage, je vérifie que je suis toujours sur les rails, et puis rouler jeunesse. Donc ouais, ça c'est bien, et en fait ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'évoluer, qui est pour moi une chose extrêmement importante quand on est un artiste. Voilà, moi j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, allez-y, je vais me faire une joie d'y répondre. Le truc que je fais jamais, la fiche de quoi. Alors moi avant je faisais des fiches de personnages ultra détaillées, et en fait je me suis rendu compte que en vrai
ça me servait pour le roman, mais je m'en servais pas tant que ça. Et qu'en fait, bah, j'avais pas besoin de savoir qui était le père, qui était la mère. Tout ce que j'avais besoin de savoir, c'était globalement le background du perso. Ça, voilà, c'était quoi son but, c'était quoi les trucs où il ou elle était pas trop à l'aise, où il pouvait être dans la merde. C'est quoi les trucs où il est compétent. Puis bah, comme je disais, couleur d'yeux, et comme ça évite d'avoir des personnages qui changent de couleur de cheveux comme de chemise. Diane qui dit non, je suis désolée, pas de question. Non, bah ce que j'ai été claire, c'est très bien. Je faisais au fait des fiches je faisais aussi des fiches perso, mais en fait, ça m'apportait rien de plus qu'une aide-mémoire. Oui, bah, c'est ça. Moi, j'ai besoin quand même d'avoir ce moment où je pose sur le papier parce que au moins, même si c'est juste dans un carnet, au moins je l'ai fait et quelque part c'est posé, c'est acté et c'est bon. Je peux évoluer dessus. Je marque le nom, l'animal et la couleur. Oui, je rappelle, je fais de la fantaisie animalière. Tout à fait. Et Rachel qui dit: je me suis fait un tableau Excel avec le nom, le rôle, une brève description et l'âge dans les différents tomes. Avec plus de 150 personnages dans la série, ça peut servir. Tout à fait. Et oui, c'est comme ça qu'Andrea Delac s'est mis à faire des tableaux Excel parce qu'elle a un personnage qui est en pièces détachées. Et il y a un moment, elle s'est rendue compte que bah, elle savait plus où était la main droite. Voilà. Le tome 3, j'ai inventé un nom, un perso qui en avait déjà un. Oups. Non mais ça arrive. Aussi pour éviter les doublons de noms de personnages. Ouais, ça marche bien. Et des fois, un petit arbre généalogique pour savoir qui est le fils, qui est le frère, etc. Ça marche pas mal. Mais ouais, au tout début où j'écrivais, je faisais vraiment des fiches de personnages ultra développées. Mais parce qu'à ce moment-là, j'en avais besoin. J'avais besoin vraiment de savoir ça sur les personnages. Maintenant, je vais beaucoup plus aux objectifs, on va dire, narratifs. Donc savoir globalement qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour mettre le personnage dans la merde et sur quoi le personnage va pouvoir s'appuyer pour réussir. Donc voilà, c'est beaucoup plus pragmatique dans mon approche maintenant. Je vais au plus efficace. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Merci pour cette présentation, je vous laisse avec des bises. Bah écoute, merci à toi d'avoir été présente et d'être bien intervenue sur la chatbox. Bah repose-toi bien, soigne bien ta main, j'espère que ça va guérir vite et que ça va pas t'embêter. Alors je ferai... Non, c'était très bien, merci. Ah bah c'est cool. Je ferai un petit sondage parce que j'ai d'autres livres que j'aimerais bien vous présenter. J'hésite encore à vous parler de Yves Lavandier pour qu'on voit vraiment le côté finalement dramaturgie européenne. Euh, je pense que je vous parlerai de Vogler et de Campbell, un de ces quatre. Comme ça, avec Xian, on pourra dire des saloperies sur Vogler. Non, en fait, voilà, sur Campbell. En fait, oui, comme pour tout, il y a des choses très intéressantes et des choses qui le sont moins. Il y a aussi Paper Hearts de Beth Ravis, dont je vous ai parlé, moi, qui m'a beaucoup plu, comme Save the Cat de Blake Snyder, qui est assez connu, parce que finalement, c'est des approches extrêmement pragmatiques, extrêmement bienveillantes. Je pense aussi, je vous parlerai du livre de Lionel Davoust, parce que là aussi, je le trouve vraiment bien et très pédagogique. Et il y en a aussi dont j'aimerais vous parler, c'est Into the Woods de John York, qui lui a une théorie d'une division en 5 actes. Donc c'est celui dont je parlais qui a le point médian, qui est vraiment super intéressant parce que ça marche bien en vrai. Pour moi en tout cas ça marche bien. Et c'est pas un auteur qui est très très connu, alors que quand on regarde, il a une sacrée carrière à la BBC. Donc que pour le coup, comme Blake Snyder, lui c'est vraiment un gars dont le métier c'est l'écriture. C'est pas un script doctor comme Vogler ou même Lavandier qui est plus un professeur d'écriture que vraiment un écrivain. Et déprimé. Mais non, je suis sûre que déjà l'idée c'est de trouver la méthode qui te convient. Si c'est une méthode Frankenstein où tu prends un bout à droite, un bout à gauche et que ça marche pour toi,
c'est tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait au fil des lectures, des podcasts, de mon expérience. Bah, j'ai regardé, j'ai dit, bah, ça marche pour moi, je prends, ça marche pas, je laisse. Ça marche pas trop mal, mais tiens, si j'essayais comme ça marche mieux, voilà. La meilleure méthode, c'est celle qui t'est propre. C'est celle qui marche pour toi. Et voilà, bah après que t'appliques pas les conseils qu'on te donne dans tel bouquin, j'ai envie de dire, si ça marche pour toi, mais tant mieux. Voilà, c'est... Moi, ça fait 36 ans que j'écris à l'instant sans avoir lu beaucoup de livres d'écriture. Oui, mais voilà, mais t'as une culture, tu lis énormément et tu n'es pas passif par rapport à ce que tu lis. C'est vrai, mais voilà, t'as d'autres personnes, comme ce que je reviens sur l'exemple, t'as des musiciens qui ont besoin de faire le conservatoire. T'as des musiciens comme mon mari qui ont appris sur le tas et à un moment qui se disent non mais là je manque de bagage technique donc bah qui prennent des cours de là il prend des cours de guitare et il y en a qui font ça à l'instinct mais en même temps bah je reprends l'exemple de mon beau-frère qui écoute énormément de musique, qui regarde des films sur les musiciens, qui lit les interviews de musiciens, donc voilà, qui a quand même un rapport où il n'est pas passif par rapport à la musique que lui fait et qui a aussi énormément d'expérimentation, qui teste des choses, qui voit bah ça marche, ça marche pas, ça c'était pourri, tiens ça c'était chouette si je creusais et la curiosité, ça aide aussi. Bah, je vois, toi, Rachel, finalement, tu regardes aussi beaucoup de choses au niveau de l'art sur les artistes. Ce qui te passionne, c'est de voir comment les peintres, les musiciens, les écrivains travaillent. Où ils travaillent, c'était quoi leur rituel. Donc finalement, même si tu ne te documentes pas sur la technique d'écriture, tu as quand même... Enfin voilà, tu cherches quand même au-delà de toi et de ta zone de confort, ce qui te permettra d'avancer. Oui, c'est bien pour ça que je passe une bonne partie de mon temps libre dans les musées ou à regarder des conférences sur les sujets. Oui, bah voilà, c'est exactement ça. Bon, moi là, ça fait 2 heures que je parle. Je pense que c'est bien dense et qu'on a bien décortiqué ce livre de John Truby. Donc je rappelle, vous le trouvez en numérique ou en papier. Il est moins cher en anglais, mais il est un peu costaud. Si vous le voulez en papier, en français, il faudra compter 25 €. Et 2 heures que Mina dort derrière moi. Tout à fait. Exactement, voilà, Mina, chat maltraité qui a énormément bougé, enfin qui a fait le soutien moral. J'espère que la présentation vous a plu. En tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie de vos questions et de vos interactions. Prochain live sur la chaîne samedi après-midi à 14 h où là on reprend un planning d'écriture. J'essaierai de... Je pense que je ferai un sondage pour savoir qu'est-ce qui parle le plus aux gens au niveau discussion sur les manuels d'écriture. Le live sera disponible en replay sur YouTube si j'arrive à dompter la technologie. Je suis vraiment fatiguée, il va falloir que j'arrête de parler. Bah, une nouvelle fois, merci d'être venu. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine. Bye bye.